Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va revoir la méthode de changement de variable dans une intégrale et l'appliquer au cas particulier de calcul d'une primitive, la primitive de la fonction qui à x associe x sur x4 plus 1 le tout au carré. Voilà, donc l'application ce sera pour calculer une primitive de cette fonction. Tout d'abord, on va donc revoir la méthode de changement de variable dans une intégrale. Alors, c'est quand on a besoin, on l'utilise quand on a besoin de calculer, par exemple, une intégrale de la forme f de phi de t fois phi prime de t dt. Pour que cette intégrale soit bien définie, ici on suppose que la fonction phi est dérivable et en plus on a vu que des primitives existaient pour une fonction qui était continue. Donc ici on va imposer que tout ça ce soit continu, donc en particulier que la fonction phi prime soit continue et que la fonction f soit continue. Ce qui veut dire que ici, dans nos hypothèses, on va avoir phi de classe C1 et f une fonction continue. Donc, si je veux calculer ça avec un changement de variable, en fait ici, je vais refaire rapidement l'idée de la preuve du changement de variable. Ici, qu'est-ce que vous remarquez? Si j'appelle grand F une primitive de petit f, ici, vous remarquez qu'en fait, ça, c'est la formule de la dérivée d'une composée. En effet, si je rappelle la formule de dérivée d'une composée, grand F rond phi le tout prime, ça va nous donner phi prime. Donc là, c'est la dérivée de ce qui est dans les parenthèses, multiplié par la dérivée de la fonction qui se trouve là, au point ce qui se trouve dans les parenthèses de la fonction. Voilà. Et ça, bien sûr, c'est petit f. Donc ici, je remarque que cette formule-là, qui est la même que celle-ci, c'est la formule de dérivée d'une composée. Et la preuve du changement de variable, bah, c'est juste ça, c'est juste on utilise la formule de dérivée d'une composée. On remarque que ça, c'est cette quantité-là. Et maintenant, si j'ai primitivé la dérivée de grand F rond phi, donc une primitive de la dérivée de grand F rond phi, bah, c'est par exemple la fonction grand F rond phi elle-même, prise entre les points petit a et petit b. Voilà, tout simplement. Et ça, comment est-ce que je peux le noter? Ben, en fait, si j'utilise cette notation-là, c'est donc ça, c'est f de phi de b moins grand F de phi de a, par définition. Et donc, en fait, c'est l'intégrale de petit f entre les points phi de a et phi de b. Donc ça, c'est la même chose que... Il faut trouver, pour calculer ça, il faut déterminer une primitive de f et se placer entre les points phi de a et phi de b. Voilà, donc là, j'ai fait la preuve, en fait, au final, de ça. Et comment est-ce que, par contre, en pratique, quand on fait un changement de variable, comment est-ce qu'on l'écrit? Ben, en fait, vous remarquez qu'ici, dans ce qui se trouve là, x, phi de t, je l'ai remplacé par x. Donc, on va écrire, pour le changement de variable, on va écrire phi de t égale x. Et phi prime de t dt, je l'ai remplacé par dx. Phi prime de t dt, je l'ai remplacé par dx. Donc, plutôt que refaire
à chaque fois la preuve que je viens de vous faire là, et ben en fait, on écrit phi de t égale x. La fonction phi, je la dérive, ça fait phi prime de t, et je remplace phi prime de t dt par dx. Et en pratique, quand vous faites du coup ce type de changement de variable là, il ne faut pas oublier, le piège c'est d'oublier de remplacer les bornes de la nouvelle intégrale par ici phi de a et phi de b. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas se tromper quand on remplace les bornes de la nouvelle intégrale? Ici, t varie entre a et b, et ici je cherche les nouvelles valeurs de l'intégrale par rapport à x, où j'intègre par rapport à x. Donc quand t vaut a, t égale a, x vaut phi de a. Et quand t vaut b, x vaut phi de b. Donc les nouvelles bornes de l'intégrale, c'est de phi de a à phi de b. Et dans ce cas-là, ce changement de variable-là, pour avoir le droit de le faire, il faut vérifier que la fonction phi, elle est de classe C1. Donc ici, phi de classe C1. Voilà. Donc là, on a vu le changement de variable quand j'ai une intégrale de cette forme-là et que je veux la remplacer par une intégrale de cette forme-là. On peut aussi faire le cheminement inverse, avoir initialement une intégrale qui serait plutôt de cette forme-là et la remplacer par quelque chose comme ça pour simplifier les calculs. Donc à ce moment-là, dans l'autre sens, le point de départ, c'est j'ai à calculer une intégrale de la forme f de x dx entre deux points que je vais appeler grand A et grand B. Et donc ici, j'ai posé, donc je vais ôter ça pour alléger les notations. Voilà, j'ai posé ça égale grand A et ça égale grand B. Donc une égalité, je peux partir de là pour aboutir à là, ou partir de là pour aboutir de ce côté-là. Donc si je pars de ce côté-là pour aboutir à ce côté-là, ici j'ai l'intégrale de f de phi de t fois phi prime de t dt. Mais cette fois-ci, les nouvelles bornes de l'intégrale, vu que ici j'ai x qui varie entre a et b. Quand x vaut a ici, le petit a, si vous voulez, le petit a ici, comment est-ce qu'il s'exprime en fonction de grand A? Le petit a en fonction de grand A, là j'ai besoin d'utiliser une fonction phi qui serait bijective pour exprimer a en fonction, petit a en fonction de grand A. Et à ce moment-là, donc peut-être rappel, phi de x égale y, si et seulement si x égale phi moins 1 de y, ça c'est dans le cas d'une fonction phi bijective. Et là je remplace petit x par a et petit y par grand A. Voilà. Donc à ce moment-là, la valeur de petit a, ce sera phi moins 1 de grand A. Et la valeur de petit b, ce sera phi moins 1 de grand B. Et attention, donc pour faire le changement de variable dans ce sens-là, il faut que phi soit de classe C1 et aussi que phi soit bijective. Et donc le changement de variable, en fait finalement c'est le même ici. Je peux écrire la même chose en dessous, sauf que je vais peut-être plutôt l'écrire dans l'autre sens. Je prends pour habitude d'écrire toujours à gauche tout ce qui dépend de l'ancienne variable, ici t, à droite tout ce qui dépend de la nouvelle, ici x. Donc là je vais faire pareil, je vais écrire à gauche tout ce qui dépend de l'ancienne variable, c'était x, égale, et à droite ce qui dépend de la nouvelle,
phi de t. Je trouve que c'est plus facile de s'y retrouver comme ça, hein, mais c'est absolument pas une obligation. Et dx égale phi prime de t dt. Voilà, alors je trouve que c'est plus facile de s'y retrouver comme ça, et puis aussi, c'est parce qu'attention, à partir du moment où vous faites le changement de variable, ici je veux plus voir traîner de x, là. Donc c'est pour ça, vous pouvez imaginer qu'il y a un petit peu comme une frontière ici, de ce côté-là, vous avez le droit que de parler de t, et de ce côté-là, il ne doit plus y avoir de t qui reste, il ne doit plus y avoir que des x dans la nouvelle intégrale. Il ne faut surtout pas avoir des dt, et puis avec un petit x qui reste. Au brouillon, si vous voulez, pour trouver la formule, pour faire le calcul, etc. Mais au propre, ça doit dépendre, pour que ça ait du sens en fait, que de la nouvelle variable ici, il ne doit plus y avoir de x du tout. Et donc pour trouver les bornes de la nouvelle intégrale, en fait on fait exactement comme tout à l'heure. Ici, ça c'est les valeurs prises par x, et là ici c'est les valeurs prises par notre variable, ici ça dépend du t. Donc quand x vaut grand A, t vaut phi moins 1 de grand A. Et quand x vaut grand B, t vaut phi moins 1 de grand B. Voilà. Alors ça, c'est dans le cas de calcul d'intégrale. C'est-à-dire que ici, j'ai considéré des réels. C'était pas des calculs de primitives, c'était des réels entre deux points, avec ici deux bornes là. Maintenant, c'est exactement le même principe quand j'ai à calculer, non pas ça, mais j'ai à calculer une primitive de la fonction qui a t associe petit f de phi de t fois phi prime de t. C'est exactement le même principe. Ici, quand je calcule, donc on a dit une primitive de ça, c'est grand f rond phi. Donc du coup, cette fonction-là, en fait, ce sera grand f rond phi. Comment est-ce que je peux le noter? Eh bien, j'ai juste à calculer du coup, pareil, une primitive de petit f, et donc je remplace phi de t par x, et phi prime de t dt par dx. Et cette fois-ci, ce qu'il ne faudra pas oublier de faire, lorsque je fais un calcul de primitive, il ne faut pas oublier à la fin, vous devez avoir une fonction qui dépend de t. Donc il ne faudra pas oublier de remplacer le x par phi de t. Donc si vous voulez, on peut par exemple mettre en haut ici phi de t. En tout cas, il faut noter dans un coin, il faut calculer une primitive de f, mais à la fin du calcul, il ne faudra pas oublier de remplacer le x par phi de t. Et donc dans ce cas-là, pour avoir le droit de faire ce changement de variable-là, il faut vérifier que la fonction phi, elle est bien de classe C1. Si vous avez à calculer une primitive d'une fonction petit f, et que vous faites donc du coup un changement de variable de la forme x égale phi de t, c'est pareil, il faudra calculer du coup une primitive de f rond phi fois phi prime, et à la fin, il ne faudra pas oublier de remplacer le t par, vous voyez ici quand j'ai x égale phi de t, le t je dois le remplacer par phi moins 1 de x. Donc là, surtout pas oublier, pour faire ce changement de variable là, il faut que la fonction phi elle soit bijective. Et comment est-ce qu'on fait pour retenir, voilà, est-ce que je suis dans ce cas-là, est-ce que je suis dans ce cas-là, on va le voir en pratique tout de suite. En pratique, quand vous avez, si vous n'oubliez pas à la fin de remplacer votre nouvelle variable en fonction de la précédente, vous voyez que dans ce cas-là, x, je le remplace directement par phi de t, donc je n'ai pas besoin que phi soit bijective. Là, le t, il faut que je le remplace par phi moins 1 de x, donc forcément, il fallait que j'ai comme hypothèse que phi soit bijective. Voilà, ça c'était donc la méthode de changement de variable, un récapitulatif un petit peu de cette méthode. J'espère que c'était clair. Maintenant, on va l'appliquer au calcul d'une primitive. Donc je vais être dans ce cas-là, je fais une application uniquement dans le calcul de primitive, pas pour le calcul d'intégrale, mais la méthode serait la même. Il faudrait juste penser à changer les bornes de l'intégrale au moment où je fais le changement de variable, si j'avais à faire un calcul d'intégrale. Donc
ici, on va calculer une primitive de la fonction qui est x associe x sur x4 plus 1 au carré. Et on va voir en pratique comment est-ce qu'on se débrouille pour faire du coup un changement de variable. Donc, calcul d'une primitive de la fonction qui est x associe x sur x4 plus 1 au carré. Alors en pratique, le changement de variable, quand il y en a un à faire, il sera souvent donné. Voilà. Ici, comment est-ce qu'on pourrait deviner quel type de changement de variable on peut faire? Bah, ici, le x dx a une constante multiplicative près. C'est 2x dx. Et là, le 2x, bah, ça va être la dérivée de x carré. Donc, peut-être que ça peut être bien de remplacer x carré par une nouvelle variable que je vais appeler, par exemple, que je vais appeler t. Donc attention, ici, c'est pas forcément les noms des variables que j'utilise. Ça pourrait être t, u, n'importe quoi. Enfin, voilà, c'est... il faut savoir faire le calcul. Même si j'avais eu un t ici à la place du x, ou si j'ai un u à la place du x, il ne faut pas que ça vous perturbe. Donc entraînez-vous à le faire avec des noms de variables éventuellement différents. Donc ici, qu'est-ce qui se passe si je pose x carré égale à t? Quand je fais le changement de variable, là je vois la fonction qui a x associe x carré. Quand je la dérive, ça me donne 2x. Donc en fait, la dérivée de t par rapport à x, c'est 2x. Donc ici, je vais écrire 2x dx égale dt. Une autre façon de s'en souvenir, hein, c'est d'un côté, de toute façon, je mets que des x, et de l'autre côté, je mets que des t. Et là, vous n'avez pas trop le choix, hein, il y a une fonction qui apparaît, il faut la dériver. Et alors, si je fais ça, je vais garder le 1,5 devant. Donc le 2x dx, il se transforme en dt. Et au dénominateur, x puissance 4, ça nous fait x carré le tout au carré. Donc en fait, ça va nous faire t carré plus 1. Le tout au carré, est-ce que ça simplifie un petit peu? On a l'impression que oui, pourquoi pas. Donc on va se lancer dans ce changement de variable là. Donc là, au niveau de la rédaction, vous pouvez dire, on effectue le changement de variable x carré égale t, 2x dx égale dt. Alors j'ai oublié de le dire au début, pourquoi est-ce que j'ai le droit de calculer cette primitive? Est-ce que cette primitive, elle va bien exister? Il faut vérifier quand même le domaine de définition de la fonction que vous voyez ici sous le symbole intégral. La fonction qui a x associe x sur x puissance 4 plus 1 au carré, elle est de classe infinie sur R, car le dénominateur ne s'annule jamais, il est toujours strictement positif. Donc cette fonction est en particulier continue sur R, donc elle admet des primitives sur R tout entier. Voilà. Et alors pour justifier mon changement de variable, on a dit la fonction que je vois apparaître, donc ici c'est la fonction qui a x associe x carré. Est-ce qu'elle est bien de classe C1 sur, ici je cherchais une primitive sur R, est-ce qu'elle est bien de classe C1 sur R? Bah oui. Et est-ce que j'ai besoin du fait qu'elle soit bijective ou pas? Parce que de temps en temps, on a vu dans les changements de variables, de temps en temps, il faut que la fonction soit de classe C1 et en plus qu'elle soit bijective. Ici, dans la primitive qui se trouve là, vous allez avoir un résultat à la fin qui dépend de t. Et le t, il ne faudra pas oublier de le remplacer par x carré. Donc quand vous allez remplacer t par x carré, est-ce que vous aurez besoin de la bijection réciproque de la fonction qui a x associe x carré? Alors non. Et puis si on en avait eu besoin, attention, il aurait fallu restreindre, on va dire, il aurait fallu considérer que les t qui sont positifs et restreindre... évidemment que les t qui sont positifs, et restreindre le calcul de l'intégrale pour les x voilà, qui sont positifs également.
Voilà, donc là j'ai juste besoin du caractère C1 de ma fonction qui est x associe x carré. Car la fonction qui va de R dans R, c'est peut-être pas forcément besoin de le préciser ici, qui a x associe x carré est de classe C1. Et alors maintenant, il faut calculer, je me suis ramenée à calculer une primitive de la fonction qui a t associe 1 sur t carré plus 1 au carré. Alors il y a plusieurs façons de calculer une primitive de cette fonction. Là, on va le faire avec un nouveau changement de variable, parce que le but c'est de revoir un petit peu la pratique du changement de variable, mais c'est pas forcément la méthode la plus naturelle pour calculer ça. S'il y a le temps à la fin, je ferai peut-être une petite annexe, une petite remarque sur une autre méthode, une autre façon de calculer cette intégrale-là, peut-être plus simple ou plus naturelle. En tout cas, là, on va le faire avec un nouveau changement de variable. Alors celui-là, il est un petit peu difficile à deviner. Je pense que vous ne l'auriez pas deviné si on ne vous le donne pas. Ici, je vais remplacer t par tangente u, ou tangente d'une nouvelle variable que je vais appeler, ici je vais choisir de l'appeler u par exemple. Donc je vais remplacer t par tangente u. Pourquoi? On va voir justement dans le calcul pourquoi. Ça simplifie bien. Donc ici, nouveau changement de variable, une primitive de 1 sur t carré plus 1 au carré. Donc on a dit, je fais le changement de variable, t égale tangente u. Donc là, la nouvelle fonction que je vois apparaître, c'est la fonction tangente. Il faut que je la dérive. Dérivée de tangente, vous êtes censé la connaître par cœur. Et d'ailleurs, ça s'exprime en fonction de tangente également. Sinon, dans le pire des cas, vous pouvez la retrouver. Tangente, c'est sinus sur cosinus, et vous connaissez les dérivées de sinus et cosinus. Donc la dérivée de tangente, c'est la fonction 1 plus tangente carrée. Alors en quoi justifierait le changement de variable après? En quoi, quand on vous donne ce changement de variable là, en quoi ça va nous simplifier les choses? A priori, on ne voit pas du premier coup comme ça pourquoi ça va vraiment simplifier les choses. Mais ici, qu'est-ce qui se passe? dt, je le remplace par 1 plus tangente carrée u du. Et le dénominateur, t, je le remplace par tangente carrée u. En quoi ça nous simplifie les choses? Vous voyez que le numérateur, c'est la même chose que le dénominateur au carré. Du coup, on peut simplifier, et en fait, ça fait juste 1 sur tangente carrée de u plus 1. Donc il faut primitiver 1 sur tangente carrée de u plus 1. Alors là, probablement vous me direz, oui, certes, on s'est débarrassé du carré, mais à la place, on a gagné un tangente carré de u quand même. Donc on ne voit pas pourquoi ce serait plus facile de trouver une primitive de ça par rapport à une primitive de ça. Si vous répondez ça, c'est que vous ne connaissez plus vos formules de trigonométrie. 1 sur tangente carrée de u plus 1. Il se trouve que c'est quoi si on utilise des formules de trigonométrie? C'est la même chose que cosinus carré de u. Alors je ne le retrouve pas, hein, c'est facile de le revoir. D'ailleurs, vous devez savoir que la dérivée de tangente, c'est ça, et c'est aussi 1 sur cos carré. Voilà. Donc ça, c'est ça. Et alors, est-ce que c'est facile de primitiver cos carré de u? Là encore, si vous connaissez vos formules de trigonométrie, oui, parce qu'en fait, ici, la méthode, qui est une méthode tout à fait classique pour primitiver un polynôme en cosinus et sinus, on
linéarise. Donc cos carré de u, vous pouvez l'exprimer, le linéariser, l'exprimer en fonction de cosinus de 2u. Et une fois que vous l'avez exprimé en fonction de cosinus de 2u, bah, c'est facile de le primitiver. Donc oui, ce changement de variable-là, même s'il ne semblait pas du tout évident au début, il simplifie bien les calculs et on va être capable de calculer notre primitive comme ça. Alors, ce changement de variable-là, il faut le justifier quand même. La fonction qui a u associe tangente u, est-ce qu'elle est de classe C1? Oui, elle est de classe C1, même C infini, sur son domaine de définition. Attention, son domaine de définition, ça n'est pas R. Mais ici, est-ce que j'ai besoin de la bijection réciproque de tangente? Ce truc-là, une fois que j'aurai calculé la primitive, ça va me donner quelque chose en fonction de u. Et le u, il va falloir que je le remplace par arc tangente de t. Donc oui, j'ai besoin de la bijection réciproque de... Attention, j'ai dit tout à l'heure la bijection réciproque de tangente, c'est pas tout à fait vrai, la fonction tangente, elle n'est pas bijective sur son domaine de définition. Je voulais dire la bijection réciproque de la fonction tangente restreinte à l'intervalle moins pi sur 2 ouvert. Donc ici, pour justifier mon changement de variable, je considère la fonction qui a u associe tangente u. Le domaine de départ u, en fait, il est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et tangente u, il est à valeur dans R. Et vous voyez qu'ici, en fait, le petit t, c'était un réel quelconque. Ici, comme la fonction tangente, quand on la restera à moins pi sur 2, son image, c'est R tout entier. Donc ici, on perd aucune information. Le t ici, quand je prends u compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, je récupère n'importe quel réel de ce côté-là. Donc cette fonction-là est de classe C1 et bijective sur moins pi sur 2, pi sur 2. Donc il ne reste plus qu'à terminer le calcul. Alors je vais effacer ça. Ici j'ai 1/2 de... Du coup en fait ça va nous donner 1/2 de cos carré u du. Et il ne faudra pas oublier, je vais le mettre dans un coin, de remplacer x carré, enfin de remplacer t par x carré et t égale tangente u, de remplacer u par arc tangente t. Voilà, et j'efface tout ça pour avoir un petit peu plus de place. Voilà, et maintenant, donc cosinus carré, je linéarise. Ça fait cosinus de 2u plus 1 sur 2 du. Alors les 1/2 ici, je vais les regrouper. Donc ça nous fait 1/4 de... il faut donc là, je développe les deux. Donc il faut primitiver cosinus de 2u. Alors, sinus de 2u, quand je dérive sinus de 2u, ça nous fait... La dérivée de sinus, ça nous fait plus cosinus, donc ça fait cosinus de 2u, fois, attention, fois la dérivée de ce qui est dans les parenthèses, fois 2. Donc ici, si je veux primitiver cosinus de 2u, ça va nous donner 1/2 de sinus de 2u, plus une primitive de 1, c'est u. Voilà, et maintenant, il ne me reste plus qu'à remplacer u par arc tangente.
Alors ça, c'est pas très joli. Sinus de 2 arctangente U. Je pourrais utiliser une formule de trigonométrie. Hein. Sinus de 2A, c'est 2 fois sinus A cosinus A. Et sinus de arctangente, on peut l'exprimer un peu plus facilement, sinus de arctangente et pareil, cosinus de arctangente. Donc là, on pourrait simplifier cette expression avec des formules de trigonométrie. Et après, donc pardon, c'est plus un U, hein, c'est U qui est égal à arctangente T. Et ensuite, le T, il faut que je le remplace par x carré. Donc ça nous fait 1/8 de, si je développe le 1/4, 1/8 de sinus de 2 arctangente de x carré plus 1/4 de arctangente de x carré. Et vous pouvez redériver cette formule-là hein, pour vérifier qu'on tombe bien, là-dessus. Voilà, alors je vous avais promis à la fin, si j'ai un peu de temps, une autre méthode pour calculer une primitive de la fonction qui a x associe 1 sur, donc qui a t, c'était qui a t associe 1 sur t carré plus 1, le tout au carré. Donc juste remarque finale, ça d'ailleurs c'est une primitive à une constante additive près. Donc remarque, deuxième méthode, si on avait voulu calculer une primitive de ça, ici le 1 au numérateur il nous embête. Si on avait eu du t carré plus 1 à la place du 1, on était capable de le calculer parce que ça se simplifie et ça nous fait une primitive de la fonction qui a été associée 1 sur t carré plus 1, c'est arctangente. Donc ça on sait le calculer. Si à la place du 1 j'avais eu un t tout court, alors peut-être que vous ne voyez pas, peut-être que si j'écris 2t ça vous aide. Ça c'est de la forme f' de t sur f de t au carré. De t, vous reconnaissez la dérivée de t carré plus 1. Donc c'est de cette forme-là. Et ça, c'est aussi f' fois f de t puissance moins 2. Et donc vous savez comment primitiver quelque chose de cette forme-là. Il suffit de faire moins 2 plus 1 divisé par moins 2 plus 1, c'est-à-dire moins 1 en fait. Moins, et si je le réécris, c'est juste moins 1 sur f. La fonction moins 1 sur f, quand vous la dérivez, ça nous donne exactement f' sur f carré. Donc ça, une primitive, c'est moins 1 sur t carré plus 1. Donc ces deux-là, je sais les calculer, mais dommage, pas de chance. Ce que j'ai à calculer, c'est ça. Alors en fait, ça, on peut l'exprimer en fonction de ces deux primitives-là. Pourquoi? Comment on fait? Au numérateur, on fait quelque chose qu'on a déjà fait une fois. Voilà. Je rajoute t carré plus 1, je le fais apparaître au numérateur. Donc ça me fait cette primitive-là, moins celle-ci. Non, je me suis trompée, je me dis il y a un problème, ça aurait fait t carré. J'avais quoi au... Pardon, celle de départ, c'était 1 sur t carré plus 1 au carré
dt, je me suis trompée de primitive de départ, c'était celle-ci qu'on voulait calculer. Donc celle-ci, le 1 en fait, je fais t carré plus 1 moins, je rajoute t carré moins t carré. Donc ça fait ça moins, pardon, t carré sur t carré plus 1, le tout au carré. Voilà, donc j'ai rajouté ce terme-là, ça se simplifie, ça me donne. Et là, t carré, c'est pas tout à fait 2t1, mais en fait là, je vais l'écrire comme ça. Et ici, vous pouvez faire une intégration par partie en primitivant ce morceau-là et en dérivant celui-là. Si je primitive ce morceau-là et que je dérive celui-là, ben, je vais être amené à calculer une primitive de 1 fois ça. Et donc ça va s'exprimer aussi en fonction de arc-tangente. Voilà, donc ça c'est une deuxième méthode, peut-être plus naturelle que celle du deuxième changement de variable, remplacer t par tangente u. Mais voilà, bon, je vous ai donné celle-ci aussi parce que c'était pour calculer, pour faire des changements de variables. Voilà, alors bon, j'espère que c'était clair, il y avait pas mal d'informations dans cette vidéo. Donc voilà, on fera d'autres exemples de changements de variables bientôt. Donc bonne continuation et à bientôt.